Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. La Calédonie traverse une crise économique grave, mais jusqu'où peut-on mesurer la profondeur de cette crise? Quels sont les indicateurs les plus significatifs? Pour certains, c'est la crise la plus grave qu'ait jamais connue la Nouvelle-Calédonie. Pour d'autres, non. Au-delà de cette question, on va essayer de qualifier cette crise que traverse la Nouvelle-Calédonie avec nos 4 invités. Stéphane Yoto, qui est élu à la CCI, Alexandre Lafleur, qui est président de la commission protection sociale du MEDEF, Christophe Coulson, le président de l'UTC-FECGC, et Jean-Paul Cabanas, ancien banquier et conseiller économique du premier vice-président de la province Sud. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour débattre finalement autour de la réalité de cette crise et de sa profondeur. Alors peut-être pour commencer, Jean-Paul Cabanas, une première question et puis après les uns et les autres pourront débattre. Quels sont les indicateurs sur lesquels on peut se baser pour mesurer la réalité d'une crise économique et éventuellement sa profondeur? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a l'emploi salarié, il y a la consommation, il y a la balance extérieure, enfin il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, mais quels sont peut-être les plus significatifs pour comprendre la profondeur d'une crise? Oui, merci. Merci en tout cas de nous avoir réunis sur ce dossier extrêmement, comment dirais-je, impliquant pour les uns pour les autres. Alors il y a des choses, il y a des facteurs qui se mesurent et d'autres qui ne se mesurent pas. Ceux qui se mesurent, et on l'a vu parce qu'on a à la fois des problèmes locaux, et donc on a des indicateurs qui sont marqués par nos problèmes locaux, et puis aussi il y a l'environnement international avec une augmentation des coûts, du fret, des carburants, etc. Ce que l'on pourra voir très rapidement, qui va mesurer, comment dirais-je, entre autres le problème, un des problèmes principaux qu'on a sur le nickel, ça va être bien entendu la production, à la fois de minerais manipulés et de production de différents produits métallurgiques. Ça, c'est certain que ça va le donner. On a également tout ce qui concerne la consommation, parce que si on a une rétractation, les gens s'inhibent, c'est-à-dire grosso modo n'osent plus consommer. Et puis enfin, il y a par rapport à la politique fiscale du gouvernement qui est très forte, on pourra mesurer ça s'il continue par cette imposition qui pénalise entièrement l'économie. Ce qui ne se mesure pas, et ce dont on a besoin, c'est la confiance. Donc la confiance ne se mesure pas. Et c'est véritablement l'indicateur principal d'une économie. Alors, il y a l'indice de confiance du milieu des affaires qui est mesuré par l'IOM régulièrement et qui donne quand même quelques petites indications. Alors, il touche les entreprises, mais la confiance, c'est ce qui couvre toute une population, notre terroir, et on peut dire que c'est le terreau du lien social, la confiance, et on en a besoin. Alors, ce qui est aussi un peu compliqué quand on essaye de mesurer la profondeur de la crise, Stéphane Yoto, c'est qu'elle s'est aggravée brutalement avec notamment l'annonce de Glencore et tout d'un coup le surgissement des difficultés que rencontrent les opérateurs miniers en Calédonie. Mais il y a d'autres facteurs qui existent depuis plus longtemps et c'est une accumulation de choses finalement qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation. Oui, tout à fait. Je pense que le premier facteur de déclenchement, ça a été le départ massif. On parle de 3000 personnes par an, surtout des CSP+, donc de personnes qui n'avaient plus confiance en la Calédonie, qui n'avaient plus confiance en l'avenir institutionnel. Pourquoi je dis ça? C'est que ça a été mesuré, c'est-à-dire que Queen Novi a fait une étude, et 41% des gens qui partaient, on dit qu'ils partaient à cause du manque de visibilité et de l'instabilité politique. Donc ça a été ça, c'est une des conséquences de la crise. Non, je ne crois pas. On parle de 2017-2018. En 2017-2018, on n'est pas en crise. On a les premiers référendums, on a ce genre d'éléments, mais quand on regarde les statistiques passagers, les statistiques démographiques, c'est bien à partir de là que les gens commencent à partir de manière massive. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des départs et des arrivées, et là on parle d'un solde net négatif de 2000 à 3000 personnes. Donc c'est 20 à 30 000 personnes qui aujourd'hui manquent. Elles impactent le commerce, elles impactent le BTP, elles impactent beaucoup de choses. Là-dessus, on se prend la crise du Covid, qui n'a pas eu que des impacts négatifs, puisque la consommation notamment intérieure, en termes de consommation, oui, la consommation intérieure et ne sortant plus du territoire, et de rendement de la TGC. On a eu la crise sur les matières premières. Et là, aujourd'hui, on a l'explosion avec ANS. Donc, quand vous parlez d'indicateurs, pour moi, le premier indicateur qui est presque l'indicateur historique, c'est les départs de Nouvelle-Calédonie. Et c'est aussi intéressant de pouvoir qualifier ces départs.
parce que jusqu'à présent, donc, la majorité disait on part à cause de l'institutionnel. Il n'y avait que 4% qui disaient on parle parce que pour des raisons économiques. J'ai peur que maintenant la crise qui est là, le nombre d'emplois qui vont être détruits, accélère ce processus. Alexandre Lafleur. Oui, je voulais rajouter quelques éléments. Effectivement, l'un des premiers facteurs a été la décroissance démographique qui effectivement a été initiée déjà il y a pas mal d'années. Parce qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, lors du Forum Perspective, ils avaient même parlé depuis 2013, pour être précis. 2017. Et que ça s'est accéléré depuis 2017, mais que le début, en fait, c'était même 2013. Mais effectivement, on a eu depuis 5 ans en fait, il faut bien avoir en tête que la crise est multifacette et touche plusieurs secteurs d'économie très différents, notamment, je pense, au BTP, où les explications n'ont rien à voir avec ceux de la mine, et peuvent aussi très bien s'expliquer. Et on se retrouve effectivement avec une crise de la consommation qui a été masquée en partie par l'effet Covid, effectivement, parce qu'on était en décroissance démographique, qui a été accéléré et donc en décroissance par définition de consommation et qui accélère à l'heure actuelle, notamment par la hausse des taux, mais pas que. Si je prends les chiffres de l'IOM justement sur l'année dernière, on a au niveau des emprunts, au niveau des particuliers, à peu près la moitié au niveau des emprunts immobiliers qui ont été faits l'année dernière par rapport à 2022 et moins 23% sur les emprunts à consommation. En tout, c'est 10 milliards d'emprunts en moins qui ont été donnés au niveau des consommateurs calédoniens. Donc forcément, ça a un impact sur à la fois parce qu'il y a moins de personnes en Calédonie, comme vous l'avez constaté. Non, mais ça, c'est par rapport à 2022. Parce qu'il y a de la prudence, peut-être. C'est lié notamment sur les emprunts immobiliers, notamment à la hausse des taux, mais pas que. Quand on a moins 23% d'emprunts à la consommation, et en total 10 milliards 7, pour être précis, d'emprunts en moins, bah forcément, ça a un impact sur la consommation globale dans la Calédonie. Donc, c'est ces facteurs qui se rajoutent les uns aux autres, qui font qu'à l'heure actuelle, que ce soit dans le commerce ou dans les métiers de service, et notamment service à la personne, les entreprises n'ont plus de visibilité, puisque les gens consomment moins. Depuis des années, on a d'ailleurs l'IOM aussi qui le souligne, que les trésoreries, notamment à cause aussi de la crise Covid, les trésoreries des entreprises se sont largement aggravées, que malgré tout, il y avait toujours une relative confiance, parce qu'il y avait toujours des niveaux d'investissement très importants, mais que depuis le début d'année, effectivement, on a un certain nombre d'indicateurs, notamment au niveau du BTP, où les investissements, forcément avec le manque de confiance, avec la crise effectivement minière et métallurgique qui s'est ajoutée, il y a beaucoup de questions, les entrepreneurs se posent beaucoup de questions et forcément, les investissements ralentissent grandement et ça impacte. C'est vraiment une crise qui part de beaucoup d'aspects et qui touche beaucoup de gens du coup. Christophe Coulson. Oui, je rejoins les propos tenus par Alexandre. Et vu du côté des salariés, c'est vrai que les entreprises, lorsqu'elles investissent moins, eh bien, c'est de l'emploi en moins, c'est du licenciement, c'est des difficultés à négocier lors de nos négos salariales. Donc, ça a des impacts, bien évidemment, sur le pouvoir d'achat des salariés. Donc, nous, on le ressent, on le voit dans nos discussions depuis plusieurs années maintenant, que les entreprises, elles ont perdu, elles perdent confiance à l'investissement en Nouvelle-Calédonie. Mais peut-être que c'est parce que, je suis désolé, je mets les pieds dans le plat, mais peut-être que nos élus politiques se préoccupent un petit peu trop du statut de la Nouvelle-Calédonie. De l'avenir institutionnel. De l'avenir institutionnel, ce qui est normal, hein, il faut qu'ils s'en occupent, mais c'est au détriment de l'avenir économique. Et on le voit bien aujourd'hui sur le terrain, lorsqu'on traite les dossiers là, au travers du COTEC notamment, qui se tient tous les lundis. Ça fait 3 fois que je le répète, attention, il y a trop de décalage entre les solutions qu'on essaie de trouver nous et ce qui se passe sur le terrain. On n'est pas assez réactif, il faut qu'on aille plus vite. Et ça, malheureusement, c'est dû au délai administratif qu'on connaît tous. Donc voilà, il faudrait que tous les élus de tous bords confondus aujourd'hui
se préoccupent peut-être un peu plus de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. C'est un sentiment, hein, plus qu'un sentiment, c'est un argument que de plus en plus de gens reconnaissent aujourd'hui, ou en tout cas mettent en avant en disant voilà, il y a deux traitements économiques et politiques et ils n'avancent pas à la même vitesse et un souffre de l'autre. C'est un peu votre sentiment aussi, Stéphane Yoto? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christophe. Et on voit encore aujourd'hui que si on regarde le discours de M. Mapou hier, en fait, ce qu'il a proposé sont des mesures intéressantes, mais limitées au secteur du nickel, de la métallurgie et de leur sous-traitance. Là, c'était le but de la cellule de suivi, les consacrés aux acteurs du nickel pour l'instant. Alors que, comme le soulignait Alexandre, c'est tous les secteurs de l'économie qui aujourd'hui sont impactés. On sait par exemple, on n'a pas beaucoup, contrairement à la métropole, de matelas sociaux en Nouvelle-Calédonie. Il reste 18 millions dans les caisses pour le chômage partiel. Le gouvernement estime que sur un effet macro, en regardant toute l'année, c'est 3 milliards qu'il faudrait pour abonder. Donc la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les entreprises, ne sachant pas si elles vont être remboursées ou pas de l'avance des salaires, elles sont obligées de licencier de manière sec. Et ça, c'est catastrophique. C'est une destruction d'emplois, c'est une destruction de valeur ajoutée. C'est totalement catastrophique. Et ça influe évidemment sur les comptes sociaux. Alexandre Lafleur, ça aussi, c'est un indicateur quand même réel. Aujourd'hui, il y a de l'inquiétude très forte sur les comptes sociaux et notamment le RUAM. Alors oui, enfin, il y a des indicateurs, c'est pas vraiment un indicateur, mais effectivement, il y a des fortes inquiétudes. Déjà parce que... Pourquoi ce n'est pas un indicateur? Non, ce que je veux dire, c'est que les comptes sociaux étaient déjà négatifs avant le début de cette nouvelle, on va dire, crise. Et effectivement, on avait besoin de les rééquilibrer. Donc, effectivement, ça aggrave. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les pertes d'emplois, les fermetures d'entreprises, les entreprises qui ne peuvent plus payer, qui demandent des décalages, la charge sociale, etc., ça aggrave une situation qui était déjà déséquilibrée et sur laquelle il y avait effectivement déjà un gros travail à faire. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, on est sur des projets, et c'est d'ailleurs un des sujets qui nous inquiète et qui n'est pas assez discuté, c'est qu'on est sur des projets basés sur des rendements en termes de rentrée, que ce soit fiscal ou en termes de cotisation, qui ne sont plus réalistes. On le sait. Par rapport, tout à l'heure, on parlait justement de la crise qui touche d'autres secteurs. Un exemple concret, si je prends justement la situation déjà qu'on a actuellement sur VKP. VKP, on a déjà les agences immobilières qui nous annoncent qu'ils ont eu plus de 100, et bon, toutes les semaines ça se rajoute, là ça doit se rapprocher des 150 ruptures de baux. 150 ruptures de baux, c'est 150 familles qui quittent... Ces 150 familles aussi qu'on ne retrouve plus dans les commerces. Et les commerçants nous ont aussi indiqué que depuis début février, ils sont en grosse perte de chiffre d'affaires, plus de 20% de perte de chiffre d'affaires en moyenne au global, ce qui est très important, suivant les secteurs, et c'est pareil au niveau des services à la personne. Donc c'est toutes ces entreprises derrière qui sont aussi en grosse difficulté. Christophe Couton. Oui, je voulais revenir sur les régimes sociaux. Pardon. Là, dans l'immédiat, on sait tous que le RUAM... il est dans des difficultés depuis des années, mais celui qui est le plus sollicité aujourd'hui, ça va être le régime du chômage. Donc le chômage partiel de droit commun et le chômage total de droit commun également. Qui est effectivement pas le régime dont on parle le plus. Hein. Voilà, et pourtant c'est celui qui est déjà sollicité, parce qu'il y a déjà des salariés qui sont au chômage total et il y a déjà des salariés qui sont au chômage partiel. Une fois que j'ai dit ça, vous avez parlé de 18 millions de disponibles. C'est vrai que il y avait au début de l'année une enveloppe de 100 millions qui était réservée au chômage partiel de droit commun. Sur ces 100 millions, effectivement, il y en a 80 qui ont déjà été utilisés. Il en reste 20. C'est pourquoi le conseil d'administration de la CAFAT de vendredi prochain se prononcera sur l'ajout d'un supplément par rapport à la trésorerie qui est disponible. Donc un supplément qui devrait avoisiner les 200 millions. Pour le chômage partiel de droit commun, et en sachant qu'aujourd'hui la trésorerie disponible sur le régime, elle est d'environ 750 millions.
Et en prenant en compte également le fait qu'il y a déjà des salariés qui sont soit dans l'une, soit dans l'autre des situations. Donc ce régime, il va s'écrouler demain. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris l'initiative de mettre un projet de loi du pays, un projet de délibération sur le chômage partiel spécifique qui devrait être amendé par une réaffectation. Une réaffectation, voilà, au niveau du BS de la Nouvelle-Calédonie. Budget supplémentaire. Pour un montant d'environ 800 millions à 1 milliard. Alors on évoque un certain nombre de facteurs et d'éléments qui peuvent expliquer cette crise économique. Jean-Paul Cabanas, vous l'avez évoqué en début d'émission, il y a aussi les éléments extérieurs, entre guillemets, c'est-à-dire la crise Covid, l'augmentation du prix du fret, du prix des matières premières, et ça échappe totalement évidemment au contrôle, entre guillemets, de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que s'il n'y avait pas de problème en Calédonie, on résisterait mieux à ces éléments extérieurs qu'on ne résiste aujourd'hui ? Effectivement, premièrement, nous sommes une petite île au milieu du Pacifique qui a à la fois ses propres problèmes, qui reçoit celles des autres. Et c'est vrai qu'il faut d'abord avoir partagé les causes, et cette émission y contribue, quels sont les constats, pour ensuite vérifier les outils. Dans les outils, traditionnellement, sans faire trop de leçons, on développe plus facilement des outils à court terme. Et d'ailleurs, la Calédonie a beaucoup plus de moyens sur les outils à court terme que sur les outils structurants à long terme, entre autres pour régler les problèmes des comptes sociaux, de celui du budget. Et on voit bien, par exemple, dans l'affaire de KNS, on nous dit on a 6 mois sur Glencore. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Très peu, oui. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs se réunissent pour essayer de trouver, au sein du gouvernement, des solutions. Ce que je voulais rajouter, ce qui me paraît important, c'est que il y a un lien entre le politique et l'économique. On dit souvent l'économie c'est cela, et il ne faut pas, quand on parle d'économie, on ne parle pas de politique. Bien entendu, chacun ensuite a son rôle. Et entre autres, on a un représentant ici des salariés. C'est un propre rôle, un rôle qui est extrêmement important dans le cadre d'un dialogue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand M. Liotto dit que des gens partent, c'est qu'en définitive, il y a eu un choix politique qui a été fait qui n'est pas reconnu. Et ça crée de l'incertitude. Ça crée une incertitude énorme. Comment investir ? Les banques qui voient l'augmentation des taux et qui voient ces problèmes se multiplier les uns les autres sont à la fois prises par les taux, des problèmes de refinancement et aussi des problèmes d'octroi de crédit. Parce que quand il n'y a pas de visibilité, on n'a pas envie d'avancer. Ce que je voulais dire par là, c'est que le choix de la démocratie, c'est-à-dire du choix démocratique, quel qu'il soit dans un sens ou dans un autre, doit être respecté par tous parce que ça donne une visibilité. Ça permet de mettre en place des projets. Et la France, la métropole, l'État, donc apporte tous les ans 150 milliards, entre 150 et 160 milliards d'aides directes et indirectes. Et actuellement, on voit mal comment régler les problèmes à long terme sans son appui. Et donc, il faut reconnaître qu'à chaque instant que c'est grâce à la métropole, grâce au gouvernement français, qu'on a pu résoudre un certain nombre de problèmes. Seul, on ne peut pas y arriver. C'est ce qui permettra de faire la confiance. N'oublions pas que le mot crédit, il vient de credere, qui veut dire confiance. Quand on a confiance, on se fait confiance. Ça veut dire qu'on a confiance dans l'un et dans l'autre. La confiance, c'est que moi, je ne sais pas tout. La personne en face connaît la réponse et je lui fais confiance pour m'apporter la réponse. Donc il faut avoir confiance entre nous et accepter la démocratie. Stéphane Liotto. Alors pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec mon voisin. Je pense que globalement, nos politiques ont été totalement aveugles à la situation économique et ne se sont focalisés, comme le disait d'ailleurs Christophe, que sur la situation institutionnelle. Et j'en veux pour preuve, il y a 15 jours, un de nos dirigeants qui disait « mais vous verrez, après les provinciales, ça ira mieux ». Non, les provinciales, c'est au mieux le 1er décembre 2024, peut-être en 2025 s'il y avait un accord, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, oui, bien sûr, il y a des liens entre le politique et l'économique, mais les calendriers, les tempos ne sont pas du tout les mêmes.
Je peux permettre de répondre rapidement à mon ami. Mais oui, puisqu'il n'était pas d'accord avec vous et donc vous non plus, visiblement. Pour lui dire que je parlais des mesures court terme voilà. et mesures long terme. Les mesures court terme sont prévues. Ces mesures court terme, elles sont là, elles existent quand même. Elles vont permettre d'aller jusque-là. Parce qu'effectivement, la souffrance au quotidien, le fait de regarder son compte bancaire pour savoir ce qui reste pour acheter, comment dirais-je, la nourriture, l'alimentation et les vêtements tous les fins de mois, c'est important. Oui, mais il y a quand même des perspectives. Alors, question qu'il faut se poser aujourd'hui, on a bien compris que cette crise des métallurgistes en Nouvelle-Calédonie aggravait les choses très très brutalement. Aujourd'hui, est-ce que si une usine venait à fermer, on sait qu'il y a des risques encore, Jérôme Fabre le rappelait tout à l'heure dans le journal, on sait que c'est compliqué aujourd'hui pour trouver un repreneur auprès de Glencore, est-ce que si l'une des usines venait à fermer, on se remettrait, Alexandre Lafleur, de cette situation ? Je pense que de toute façon, il y a différents indicateurs de toute façon, au niveau de l'économie actuelle qui montrent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de plus ou moins s'effondrer. Il y a des crises de consommation tout à l'heure je parlais de l'EKP, mais même sur Nouméa qu'on commence à avoir dans les services et dans les commerces. Je parlais tout à l'heure du BTP. On parle depuis le début que de la crise de métallurgisme, mais il y a une crise des miniers également. Et donc de toute la sous-traitance. Il y a tous ces secteurs. On a également en premier lieu les travailleurs indépendants qui sont touchés. Et de manière générale, on a une crise depuis plusieurs années qui s'est aggravée sur la visibilité, parce qu'on en parle souvent, mais personne ne semble l'entendre, que les entreprises n'ont plus de visibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on en est même pour certains à la semaine, on n'a aucune idée du travail qu'on va faire la semaine suivante. Et quand on ne sait pas, l'entreprise ne sait pas quel travail elle va faire la semaine suivante, c'est compliqué d'avoir de la visibilité en termes d'emploi. En termes de besoins de manière générale, même d'accompagnement. D'ailleurs, c'est un sujet très important au niveau des chambres consulaires actuellement. Et c'est ça qui est le plus gros problème à l'heure actuelle et ce qui empêche d'ailleurs aussi les investissements. Parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment une crise. Enfin, il y a une crise de confiance en Calédonie, mais les acteurs économiques ont toujours investi plus que de raison, entre guillemets, par rapport aux éléments comparatifs des autres outre-mer, de manière générale. Et le problème qu'on a en premier à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a plus aucune visibilité. Bien sûr, le manque de visibilité institutionnelle joue énormément, mais on n'a plus de visibilité en termes de chiffre d'affaires, on n'a plus en termes d'activité, et c'est ça qui pèse lourdement. Donc, c'est déjà le cas à l'heure actuellement, notamment avec l'impact sur les sous-traitants. Donc, demain, s'il y a une usine qui ferme, bien sûr que ça sera encore plus le cas. C'est très compliqué avec ce manque de visibilité de se projeter. Mais effectivement, on a déjà beaucoup d'appels à l'aide, beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui tirent la sonnette d'alarme, beaucoup de salariés qui tirent la sonnette d'alarme, et beaucoup d'inquiétudes, de discussions, notamment au niveau, j'en parlais hier, au niveau des bailleurs privés, mais également des bailleurs sociaux. Des risques au niveau également des accédants, parce que forcément, s'ils n'ont plus de salaire, ils ne peuvent plus payer leur retraite. Donc c'est tous ces sujets-là qui, effectivement, vont s'aggraver s'il y a une usine qui ferme. Christophe Couchon ? Oui, effectivement. Pour l'instant, il y a deux usines qui tiennent le choc. Il y en a une qui est mise sous cloche. On n'a pas encore fermé totalement une usine, que les répercussions sont déjà plus que palpables au niveau du RUAM notamment, parce que j'entendais tout à l'heure quand vous interrogiez M. Fabre, j'ai prêté l'oreille et quand vous avez posé la question mais à quel moment vous allez étaler le remboursement de vos charges, j'ai bien entendu la réponse. Pour l'instant, il n'a même pas imaginé mettre en œuvre un plan d'étalement de rattrapage avant la fin du mois d'avril. Il a dit qu'il fallait l'envisager, mais ce sera après la fin de la période de conciliation. Voilà. Absolument. Donc ça, on le sait tous. Ça veut dire que ça va durer encore un mois, au moins. Voilà. Et aujourd'hui, KNS n'a pas de retard de paiement dans ses charges, ça on l'a constaté. Seuls SLN et PRNC ont demandé des différés. Mais on a déjà voté en fin d'année dernière un budget RUAM 2024 avec un déficit de moins 8 milliards. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller parce que la SLN a déjà 6 mois de retard dans le paiement des charges de la part patronale. Faut être très précis. PRNC, c'est pareil. Donc, ça veut dire que le trou du RUAM, il se creuse encore et encore et encore et encore, mais avant même que une des 3 usines soit fermée définitivement. Donc,
faudrait pas qu'il y en ait une qui ferme, parce que sinon, je pense que le drame social va être très, très important, et surtout au niveau de la santé de la population. Et certains craignent aussi des effets cascades en disant il suffit qu'une usine ferme pour que les autres, malheureusement, se retrouvent quasiment structurellement menacés. C'est pas aussi simple que ça? Ouais, c'est pas aussi simple que ça. En fait, le sujet, c'est pas forcément que les usines, c'est tout le secteur minier qui est en danger, en fait. Parce qu'effectivement, tu as l'impact sur la sous-traitance qui, en fait, impacte tout le monde. Et enfin, pas que la sous-traitance. Et effectivement, il y a les risques sociaux. Enfin, c'est une problématique qui est globale, effectivement. Bien sûr que ça a un impact, si une usine ferme, ça a un impact sur tout le monde, c'est évident. Alors, est-ce qu'il y a aussi peut-être des signes d'espérance? On sait qu'une crise économique, elle n'est pas faite non plus pour durer éternellement. Il peut y avoir des rebonds, il peut y avoir des surprises. Jean-Paul Cabanas, est-ce qu'on peut trouver dans la situation actuelle des motifs de se dire tout n'est pas encore complètement et définitivement perdu? Vous êtes encouragé par vos confrères pour répondre à cette question, mais oui, bien sûr. On leur posera quand même aussi la question. C'est vrai que dans l'économie, il y a des cycles longs, des cycles courts. Malheureusement, il faut se mettre au niveau de l'humain. Parce que, je veux dire, là, quand on parle entre nous en chambre, on n'est pas du tout au niveau du quotidien. Et le quotidien, les gens souffrent énormément. Néanmoins, quand même, on peut penser, parce que la Calédonie a des atouts. Premièrement, le premier atout qui va arriver, c'est le 25 mars, c'est la signature du pacte. S'il est signé. S'il est signé. Il faut que tout le monde aille signer, que le gouvernement signe, que la province Nord signe, les autres provinces signeront, l'État va signer. Parce que là, véritablement, si on ne signe pas le pacte qui permet d'engendrer derrière de l'activité au niveau de, de la transition énergétique, au niveau de l'aide à la subvention, ce qui va nous permettre de nous rattraper dans le temps. Et même de donner une certaine confiance à des potentiels et investisseurs. Et redonner la confiance aux investisseurs. Si on ne signe pas le pacte, je veux dire, c'est trahir la Calédonie. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Il faut que chacun en soit bien conscient. Le deuxième point, c'est que il y a également des idées sur les plans de relance, c'est-à-dire que traditionnellement, il y a eu des propositions de fait, mais pour ça, il faut bien se mettre d'accord, les uns les autres. Et c'est pour ça que le politique a toute sa raison, en coordination avec tous les acteurs sociaux, que sont les représentants des syndicats professionnels, de salariés, les chambres consulaires, etc. Pourquoi? Parce que nous sommes pour l'instant sur une politique assez dirigiste, et qui est d'augmenter les taxations fiscales et les impôts. Or, ça appauvrit tout le monde. Et on sait que, normalement, il y a d'autres outils qui sont sur le plan budgétaire et le fiscal. Il faut y faire extrêmement attention lorsqu'on arrive à un taux comme le nôtre. J'en termine rapidement pour dire que la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit par le dialogue, mais il faut que tout le monde ait envie de dialoguer et de construire. Et arrêter de jouer sur le temps. On n'a pas arrêté de jouer politiquement sur le temps, qui a eu des impacts sur l'économie. Il faut arrêter, il faut prendre des grandes décisions. Il est grand temps maintenant d'y arriver. Et ce qui permettra, lorsque la confiance est là, eh bien de réinvestir et donc de relancer différentes choses. Mais d'abord le 25 mars, c'est ça qui est important. Signature du pacte nickel. Stéphane Yotto et après Christophe Coulson. Oui, alors je vais prendre ma double casquette NC Eco et Agissons Solidaires. Agissons Solidaires et NC Eco regroupent toutes les organisations patronales et les chambres consulaires. Aujourd'hui, on a déjà fait des propositions. Ce qui pêche un petit peu, c'est qu'on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Parmi les revendications qui se sont exprimées, c'était celle de pouvoir rencontrer le président Mapou. On a rencontré son cabinet, mais on attend toujours de pouvoir le rencontrer. Aujourd'hui, c'est pour ça que je continue à penser, contrairement à Jean-Paul, qu'il y a une discontinuité entre le politique et l'économique, et c'est extrêmement frustrant. Si je reprends ma casquette NC Eco a fait des propositions. Grosso modo, il faut appeler un chat un chat. S'il n'y avait pas la France derrière, la Calédonie serait déjà en banqueroute. Mais la France nous dit, OK, on peut vous aider, mais c'est quoi vos priorités ? C'est quoi vos priorités pour l'avenir? C'est donc encore une question de visibilité. Ça a été un des travaux de NC Eco, de dire OK, ces secteurs-là sont prioritaires. On avait l'alimentation, l'autonomie alimentaire. On vient d'en parler, tous les projets sur l'électricité, l'autonomie, le photovoltaïque, les centrales, les barrages de stockage, etc. On a probablement l'économie bleue. On a des choses, mais aujourd'hui,
qui doit définir ces priorités, qui doit les défendre? C'est les politiques, c'est pas nous. Enfin, faut dire, à un moment donné, on se retrouve à faire le travail des autres. Et c'est la difficile question de la diversification aussi de l'économie calédonienne. Christophe Coulson? Oui, je voulais réagir aux propos de M. Cabana. Concernant la fiscalité, qu'il faut arrêter de matraquer tout le monde, les entreprises et calédoniens. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là, mais pour autant, je ne suis pas d'accord avec un arrêt systématique des projets de réforme. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein, je partage là un avis des organisations syndicales de salariés. Dans ces projets de réforme, il y a aussi des mesures d'économie. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, pas suffisamment. Par exemple, très précisément, les exonérations de TGC qui sont faites sur certaines catégories de produits, qui, on va prendre les pneus par exemple aujourd'hui, qui, à notre sens, sont à contrôler de manière plus approfondie, parce qu'on sait tous qu'il y a des abus aujourd'hui. Donc, à chaque fois, quand on parle de réforme, il ne faut pas parler uniquement de recherche de recettes nouvelles, mais il faut aussi parler de recherche d'économie. Si on prend sur le RUAM, je vous rappelle que le conseil d'administration de la CAFAT, en décembre 2021, a envoyé un courrier dans lequel on trouve des pistes d'économie à mettre en œuvre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et malheureusement, 2021, 2022, 2023, on est en 2024, toujours aucune disposition de prise. Donc, il ne faut pas uniquement penser recettes supplémentaires, mais il faut aussi penser économie, parce que derrière quand on parle d'exonération de TGC sur des produits, c'est le gouvernement qui compense derrière. Donc le gouvernement, il compense avec son budget, et le budget du gouvernement, c'est nos impôts. Donc quelque part, voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre, et lorsque l'on met en œuvre des dispositions qui viennent aider les entreprises, il faut qu'on y mette plus de rigueur, parce que on le sait tous autour de cette table. Je défie l'un d'entre vous là, de me dire qu'il n'a jamais vu ou qu'il n'a jamais eu connaissance d'abus. On le sait tous qu'il y en a. Donc voilà. Des pistes d'économie. Alexandre Lafleur, sur la question du rebond éventuel de l'économie. Oui, alors je pense que la question est plutôt à deux niveaux. Comme l'a dit tout à l'heure Johan, comme ça a été dit tout à l'heure, on a effectivement plusieurs pistes pour relancer l'économie, certaines qui sont fiscales, certaines qui demandent d'investissement, beaucoup de secteurs qui pourraient, et je pense notamment au tourisme, où il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être faits? Oui. Mais la vraie question, elle n'est pas là, elle est plutôt au niveau des entreprises. Parce qu'au niveau des entreprises, effectivement, à l'heure actuelle, c'est la visibilité, c'est leur chiffre d'affaires qui est inconsistant. C'est donc une activité inconsistante, une visibilité où, en gros, c'est les usines et la mine où on leur explique qu'au mieux, la situation n'empire pas. Parce que c'est ça le sujet actuel. Et des conséquences de cette situation météorologique et de la mine qui vont arriver, qui vont de toute façon empirer leur situation. Donc le problème qu'on a, c'est effectivement au niveau des entreprises, même s'il y a des secteurs qui peuvent être lancés, mais au global, l'entreprise dans son quotidien, à l'heure actuelle, effectivement, elle ne voit pas cette reprise. Elle ne voit plus cette confiance. Parce que elle n'a plus d'éléments qui lui permettent, parce qu'elle n'a plus de garantie de chiffre d'affaires, elle n'a plus tout ça. Et c'est ça qui, à mon sens, est le plus inquiétant. Plus qu'effectivement, ça a été d'ailleurs le thème du Forum Perspective l'année dernière, hein, comment on peut relancer, et notamment en dehors de rajouter des investissements. Il y a des choses qui peuvent être faites. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, quelque part, c'est plus la question des entreprises. Stéphane Newton. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Christophe, parce que je pense que c'est très important. Il y a beaucoup d'économies à aller chercher dans tous les domaines. On a 78 milliards de dépenses de santé. Je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas en trouver un certain nombre. Il y a déjà eu des propositions qui ont été faites par la CAFAT, mais il y en a d'autres. On a une...
pendant un an, j'ai participé aux discussions sur la réforme fiscale. J'ai arrêté parce que ça servait à rien. On perdait notre temps. Et à chaque fois, j'ai demandé aux membres en charge, Monsieur Thuénon, quel est votre plan pour les réductions de dépenses? Eh bien, il n'y en avait pas. Et puis, il n'y en a jamais eu. Et ça, on peut pas continuer à avoir deux sphères, la sphère publique, la sphère privée. Il y en a une qui fait des efforts et puis il y en a une qui n'en fait pas. Alors je caricature et je m'excuse auprès de tous mes amis Non, Christophe Coulson, on ne va pas rentrer dans ce débat. On fera d'autres émissions pour ça, c'est promis. Je m'excuse auprès de mes amis de la sphère publique, mais en tout cas, et je pense que c'est Christophe qui a lancé le débat, il y a des économies à faire à tous les niveaux. Jean-Paul Cabanas. Oui, rapidement, c'est que la discontinuité dont parlait Stéphane Liotto sur le politique provient du fait que, en définitive, on a, comment dirais-je, un gouvernement minoritaire qui dirige le pays. Et donc, ce n'est pas la majorité qui est issue des 3 référendums qui dirige le pays. Donc, tout ça crée des tensions importantes et on a besoin de clarification. Tant qu'on n'aura pas clarifié ça, ça va nous poser des problèmes. On a également besoin de clarifier le rôle de chacun. Il y a des strates en agriculture, l'État, les provinces, tout le monde intervient. Les compétences, les fameuses compétences. Et ça a des incidences directes sur l'activité économique. Et puis enfin, la Calédonie a quand même des atouts. Il y a le nickel, bien entendu, qu'il faut à tout prix relancer. On en parlait tout à l'heure, mais il y a également le tourisme. Il y a tout ce qui tourne autour de l'autosuffisance alimentaire. On n'a que 17% de production agricole. On a ce qu'il faut pour ça. On a encore en valeur ajoutée en termes de production locale. Donc il ne faut pas croire qu'on est enterré. On a des outils, mais il faut d'abord entre nous, on s'entende et on respecte la démocratie. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur ce plateau des Jeudis de l'économie pour partager vos convictions aussi autour de cette crise économique que connaît la Nouvelle-Calédonie. On sera sans doute, appelé à reparler de certains aspects de cette crise dans cette émission. En tout cas, merci de votre participation pour cette émission